La parole à Michel Collomb. Merci, bonsoir. Et je suis très content d'être parmi vous à l'invitation de Génération Palestine, que je félicite pour l'organisation et aussi de choisir pas des films faciles où tout le monde est d'accord et où tout est clair et qui font plaisir entre soi, mais au contraire, un film très interpellant et à mon avis très intéressant comme celui-ci, qui permet vraiment, qui donne matière à réflexion, qui pose des questions et qui fait réfléchir. Je ne sais pas si je vais traduire fidèlement ou non Clausewitz, comme disait l'autre, mais je pense que la toute première condition d'une bataille, c'est de connaître son ennemi. Et je crois que c'est quelque chose qu'on fait trop peu chez nous. On parle entre nous, on répète des choses avec lesquelles on est d'accord, on creuse tout ça. Mais en fait, étudier son ennemi, le connaître, le comprendre à fond, voir aussi ses faiblesses et ses divisions, comme à mon avis, elles se voient fort dans le film. Ça, je crois que c'est très intéressant. Donc, félicitations et merci à Génération Palestine pour cette initiative. Alors, je ne suis pas un spécialiste du Shin Bet, je ne suis pas un spécialiste des services secrets. Ça me concerne, disons, comme tout citoyen et tout militant engagé. Donc, j'apporterai les éclairages que je peux sans prétendre avoir la réponse à tout. Pourquoi parle-t-on de problème palestinien? Le problème palestinien est localisé en Palestine, le sionisme est partout. Pourquoi ne veut-on pas le voir? Effectivement, le film parle d'un problème palestinien, et c'est clairement un film israélien. Donc c'est un film fait du point de vue du colonisateur. Et on parle du problème palestinien, alors que le problème, c'est le problème d'Israël, c'est le problème du colonialisme. Et effectivement, on me disait là tout à l'heure, on m'apportait le témoignage de quelqu'un qui a essayé de faire publier un livre sur le peuple palestinien et sur la Nakba, donc sur le fait d'avoir chassé en masse les Palestiniens en 47-48, et que ce livre a été d'abord accepté par des éditeurs et puis au dernier moment décommandé. Pression. Et effectivement, pour moi qui me suis penché dans ce livre Israël, parlons-en, sur les différents aspects d'Israël en essayant de fournir un argumentaire sur tout ce qu'il faut savoir sur le passé, le présent et les enjeux à venir d'Israël, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait un tabou absolu, la Nakba. Le fait d'avoir chassé les Palestiniens de leurs terres, d'avoir rebaptisé les villages, les villes, et de faire comme s'il n'y avait jamais eu personne là-bas, c'est quelque chose qui est complètement tabou dans nos médias et dans nos écoles. Évidemment, si on ne comprend pas ce qui s'est passé au point de départ, c'est impossible de comprendre ce qui se passe maintenant, et c'est voulu. Donc, on présente toujours le problème israélo-palestinien, disons, comme les Palestiniens attaquent, ils lancent des roquettes, ou avant c'était du terrorisme, et Israël fait des représailles et se défend. Ce qui est aussi le point de vue de ce film, évidemment. Israël se défend contre le terrorisme. Mais là, dans nos médias, et en général dans les écoles, il est interdit de parler de la cause du problème, du fait par lequel tout a commencé, c'est-à-dire l'opération coloniale, qui a consisté à vider une terre de sa population. Il y a des formes de colonialisme où on garde la population locale parce qu'on l'exploite comme main-d'œuvre, mais le colonialisme israélien est différent. Il s'agissait d'occuper la terre et d'en chasser le maximum. Ce que le gentil Ben Gurion, là qu'on voit à l'image comme un vieux papy qui avait un chouette projet au départ, a dit vous en chassez le maximum possible, et les détails, on ne veut pas le savoir. Et donc c'est un colonialisme qui consiste effectivement à les chasser, avec le fait que le syndicat israélien, qui à ma connaissance a encore toujours fait partie des centrales syndicales internationales avec la France, les grands syndicats, la Belgique, etc. C'est un syndicat qui s'est basé sur l'idée
on n'emploie pas des Palestiniens, on chasse les Arabes du travail et on ne fait que de l'emploi juif. Donc vraiment, la doctrine pure, il y a un dirigeant du Shin Bet, repenti ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, lui, il fait carrément la comparaison avec les nazis, ce que nous n'avons pas le droit de faire, mais on est dans les mêmes méthodes, quoi. Un État pur, des entreprises qui n'emploient que des juifs et qui réduisent les Palestiniens. On les emploie quand il n'y a pas besoin, quand il n'y a pas moyen de faire autrement, mais sinon on les chasse. Donc effectivement, on n'a pas un problème palestinien, on a un problème du colonialisme israélien. C'est la dernière puissance coloniale ouvertement de la planète. Et la seule question, c'est qu'est-ce que l'on fait, nous, pour y mettre fin et aider les Palestiniens à récupérer leurs droits. Que pensez-vous du Grand Israël, étant donné la situation actuelle dans les pays alentours? C'est une bonne question parce que dans le film, il y a un des dirigeants qui dit qu'au fond, les colonies, ce sont les colons qui les ont voulues, le gouvernement n'était pas tellement pour, mais il n'osait rien faire, donc il les a encouragés. Ça, c'est une version très gentille, parce qu'en réalité, le projet fondamental du sionisme, c'est un projet expansionniste, c'est un projet de coloniser toute la région le plus possible, et le meilleur indice, c'est qu'Israël est un État qui n'a pas de constitution. Parce que si vous adoptez une constitution en tant que pays, vous êtes obligé de dire notre pays commence là, il finit là, et ça c'est notre territoire. Et ça n'est pas du tout l'idée des Israéliens, parce que Ben Gourion, au moment où il y a eu le plan de partage, en 47-48, il y avait des sionistes, donc des dirigeants juifs du colonialisme, qui disaient le plan de partage ne nous donne pas assez, il nous faut plus, etc. Et Ben Gourion leur a dit soyez intelligents, on prend ça et à partir de là, on va augmenter le plus possible au fur et à mesure. Et ça a toujours été une politique qui ne venait pas de quelques colons extrémistes, mais qui vient fondamentalement du gouvernement. C'est un plan de coloniser le maximum dans la région, et ça va jusqu'à l'Irak, et ça occupe tout. Donc ils le font en fonction du rapport de force, comme ils peuvent, mais donc c'est effectivement pas un projet de quelques colons extrémistes qui déborderaient le gouvernement. Et donc, la situation du Grand Israël, c'est que la réalisation de ce projet colonial a rencontré des obstacles comme tous les projets coloniaux. Il est maintenant, à mon avis, ça je vais y revenir, en grande difficulté. Je pense que contrairement à ce que on croit généralement, Israël est vraiment dans une crise profonde pour continuer son expansion et même son maintien. Et je pense que si les dirigeants palestiniens avaient été pas divisés mais unis et n'avaient pas cédé à une politique de capitulation et de négociation en position de faiblesse, mais à une politique de soutenir toutes les initiatives populaires comme l'intifada, le problème serait, à mon avis, réglé depuis longtemps. Et d'ailleurs, un des dirigeants du Shin Bet là dit la chose dont ils ont le plus peur, c'est l'intifada, parce que là, ils ont tout un peuple face à eux et ils ne peuvent rien face à ça. Il y a des questions auxquelles je ne vais pas pouvoir répondre. Où en est l'autopsie de Yasser Arafat? A-t-on pu trouver la cause de la mort? C'est une question qu'il faut poser à des experts et à des spécialistes. Je n'ai pas suivi. Et pour la question suivante, je ferai appel aux lumières qu'il y a dans la salle. C'est quelle est la prophétie dont on parle dans le film Gog et Magog? J'ai entendu parler de ça, mais je ne me souviens plus, c'est il y a trop longtemps. Donc, c'était quoi la prophétie de Gog et Magog? Ok, on ira chercher sur Google. Que sont devenus les mouvements terroristes palestiniens? Pouvons-nous considérer que le terrorisme actuel se soit propagé depuis le conflit israélo-palestinien? Je ne sais pas ce que la personne a entendu par mouvement terroriste, sans guillemets, parce qu'il y a un des dirigeants là en question, un des plus lucides, on va dire, qui dit ce qui pour moi est terroriste pour eux est résistant, et moi je suis un terroriste pour eux. Donc tout dépend du point de vue auquel on se place,
Et étant donné, comme je l'ai dit, qu'il s'agit d'une question coloniale avec clairement un agresseur et un agressé, pour moi, l'ensemble de l'État d'Israël est terroriste et les résistants palestiniens ne sont pas des terroristes, ce sont des résistants. Après, il peut y avoir une discussion sur le choix des méthodes employées, les attentats suicides, ceci ou cela. C'est une discussion qui concerne les militants palestiniens. C'est une discussion qui les concerne. Le choix des moyens de lutte doit être, font-ils avancer notre cause ou non? On doit tenir compte de l'impact, des rapports de force, de toute une série de questions. Et donc, pour moi, il n'y a pas de terroristes palestiniens. Il y a des gens qui emploient des actions qui conviennent à un moment donné ou ne conviennent pas, où il y a différentes formes de lutte. Mais donc, je ne comprends pas le sens de la phrase mouvement terroriste palestinien. Bon, pouvons-nous considérer que le terrorisme actuel se soit propagé depuis le conflit israélo-palestinien? Je ne sais pas si l'auteur de la question est dans la salle, mais la deuxième partie, je ne comprends pas. Oui. En fait, je voulais savoir si politiquement et mondialement, est-ce qu'on doit considérer que ce n'est plus un problème uniquement d'Israël-Palestine, mais mondialement, sionisme et lutte contre... Oui, d'accord. Là, c'était la deuxième partie de la question, et celle-là, je la comprends. Je voudrais dire ceci. La question suivante était, est-ce que le conflit actuel politique mondial se divise en un seul conflit sioniste d'un côté, arabo-musulman de l'autre côté? Là, je pense que non. Je pense que le conflit mondial actuel, c'est un conflit qui concerne la domination du monde entre les grandes puissances qui, économiquement, ont besoin de contrôler les ressources naturelles parce qu'il n'y a pas d'économie sans pétrole, sans gaz, sans minerais, etc. Et donc, il faut absolument les contrôler. Et surtout, si on est plusieurs grandes puissances économiques à se battre pour la guerre économique et donc pour la guerre mondiale, il faut essayer de contrôler les matières premières stratégiques, aussi pour non seulement pour faire des bénéfices avec, mais aussi pour en priver les rivaux. Donc pour moi, l'enjeu de la bataille mondiale, c'est ça. Après, le Moyen-Orient est un des théâtres où se dispute cette guerre mondiale, parce que c'est en fait une guerre mondiale non déclarée, et c'est clairement le principal et le plus chaud depuis un bon moment, mais c'est un des théâtres, et on ne peut pas imaginer que ce soit un acteur local comme Israël qui soit la clé de ce conflit. Je sais que c'est une thèse à la mode, mais c'est une thèse dangereuse, l'idée que Israël dirige le monde, que les Juifs dirigent le monde et que les États-Unis sont menés par le bout du nez par Israël. Mais en réalité, si on est très matérialiste, je veux dire au sens réaliste, les pieds sur terre, on doit bien considérer que la puissance dans le monde, elle se base sur la puissance d'une économie. Et là, il n'y a pas photo entre Israël, 5 millions d'habitants, et une économie qui vit sous perfusion grâce au crédit et aux aides des États-Unis et de l'Europe. Et de l'autre côté, l'économie mondiale des États-Unis, qui connaît de gros problèmes, auxquels on va en parler, mais qui en attendant reste l'économie numéro 1, domine le monde, et a mis au point toute une série d'instruments pour aller dominer les richesses, les régimes politiques, les bases militaires, etc. Donc, ce qui caractérise notre période actuelle, c'est la guerre d'une superpuissance pour empêcher les autres de monter et pour garder la domination mondiale. Ça a été comme ça aussi à d'autres périodes, avec d'autres superpuissances. À un moment donné, ça a été l'Angleterre et la France contre l'Allemagne, puis les États-Unis qui montent, et voilà. Avant, c'était l'Angleterre contre la France. Il y a eu, à chaque période, il y a eu ça. Mais maintenant, en fait, on est dans une époque de l'histoire très, très intéressante, très complexe. J'en parlais avec mon ami Saïd Bouamama cet après-midi. C'est que depuis les bouquins que j'ai écrits sur la stratégie mondiale dans les années 90, le dernier c'était en 2000, la situation a énormément changé, à une allure beaucoup plus rapide que tout ce que j'aurais pu prévoir. Et disons que la situation, ce qu'on disait à cette époque-là, s'est confirmé,
Mais depuis, il y a des évolutions qui se sont accélérées très fort. Et je pense qu'on a d'ailleurs un grand besoin d'étudier cette évolution. En gros, les États-Unis, on nous dit qu'avec la chute de l'Union soviétique et du mur, ils deviennent la seule superpuissance dans le monde, que donc ça va ouvrir un règne de domination sans partage, qu'il n'y aura plus de guerre d'ailleurs, nous racontent certains théoriciens, soi-disant de gauche. Et aux États-Unis, on nous annonce même la fin de l'histoire. Le capitalisme a triomphé, il n'y aura plus d'opposition majeure, il y aura des petits problèmes ça et là, il y aura de la répression ou quoi, mais l'histoire est terminée. Mais la fin de l'histoire, elle n'a pas duré une dizaine d'années, parce que les États-Unis, il y a un vieux proverbe latin qui dit « la roche tarpéenne est proche du Capitole ». Le Capitole, c'est le siège du pouvoir, et la roche tarpéenne, c'est là où on jetait les condamnés dans un précipice. Et donc, effectivement, l'empire qui triomphe s'écroule presque aussitôt, et on ne s'en rend pas compte, mais les États-Unis sont en train de s'écrouler, s'écroule pour plusieurs raisons. Un, quand vous êtes un empire, que vous tirez toute votre richesse et votre profit de dominer le monde, c'est-à-dire de parasiter le monde, vous êtes obligé d'employer énormément de ressources pour leur appareil militaire. 2, vous affaiblissez votre propre économie, parce que si vous pouvez aller installer vos usines dans tous les pays, au Mexique et ici et là, à l'intérieur, il ne reste rien. Les usines aux États-Unis, on les a fermées. Donc les citoyens des États-Unis n'ont plus de quoi faire tourner leur machine économique. En plus, on importe à tire-larigot, donc on affaiblit la balance des paiements. Les États-Unis sont un pays en faillite et en déficit, qui n'arrive plus à financer ses guerres, entre parenthèses, et donc on essaye de les faire payer en organisant des collectes régulièrement, mais ça marche plus ou moins. Et donc, les États-Unis se retrouvent en fait vraiment dans une crise profonde, qui a démarré il y a une quarantaine d'années, mais qui maintenant devient très visible. Et en fait, ils font face à des puissances qui leur tiennent tête, et de plus en plus, que ce soit la Russie, puissance économique, puissance énergétique et puissance militaire, que ce soit la Chine, qui a une ascension et une croissance phénoménale et qui bouleverse le rapport de force dans le monde et devient un partenaire possible pour l'Afrique, pour le Moyen-Orient, pour l'Amérique latine, de sorte que beaucoup de conflits locaux s'expliquent en fait par la rivalité Afrique-Chine. Ça, c'est vraiment le maillon à saisir pour États-Unis-Chine, pardon. États-Unis-Chine, cette rivalité, c'est vraiment le maillon pour comprendre toute une série de dossiers qui apparaissent complexes sur des pays qu'on ne connaît pas très bien. Il faut se poser une question toute simple. Est-ce que le président ou le Premier ministre a dit qu'il allait un peu se tourner vers la Chine ces derniers temps? Baf, il va avoir des problèmes. Ça, c'est vraiment la clé de la politique maintenant. Et évidemment, il n'y a pas seulement la Russie et la Chine, il y a l'émergence des BRICS, donc des pays Brésil, Inde, Afrique du Sud, etc. L'émergence de toute l'Amérique latine, boostée par l'exemple de Chavez et l'appel de Chavez, et l'exemple qu'on peut résister aux multinationales, même pétrolières. Et donc toute l'Amérique latine maintenant est en train de complètement changer le rapport de force et d'affaiblir les États-Unis. Pour le moment, le seul continent est l'Asie. Il s'est formé un phénomène dont on ne parle jamais dans nos médias, etc., mais qui est très important, c'est l'Organisation pour la coopération de Shanghai. C'est donc un organe de concertation qui regroupe la Chine, la Russie, une série de républiques centrales de l'Asie, et puis il y a des pays observateurs qui se rapprochent, l'Iran, l'Inde, etc. Et en fait, c'est en train de former une sorte de grand marché commun et d'alliance économique et un peu politique en Asie. Et pour les États-Unis, ça c'est la catastrophe, parce que, comme on explique dans le bouquin La stratégie du chaos, en fait, l'Asie, c'est la région du monde où se développe la croissance économique, pour laquelle se mène la principale bataille économique maintenant. L'océan Indien, qui est donc l'océan entre l'Afrique et la Chine, l'océan par lequel passent les matières premières, les céréales de l'Afrique vers la Chine, vers l'Asie. Cet océan Indien, c'est là que les États-Unis essaient de contrôler la Somalie, le Soudan, toute une série de pays où il arrive des problèmes, plus la liaison par la mer Rouge avec le Moyen-Orient. Donc la bataille mondiale centrale, elle est là, et ce n'est pas pour rien qu'Obama a décidé nos efforts militaires, ils vont se détourner de
l'Europe et même du Moyen-Orient vers l'Asie, parce que c'est là la grande bataille. Donc on se retrouve avec les États-Unis, qui sont en fait une puissance économiquement en déclin. Militairement, ils n'ont pas gagné en Irak, ils n'ont pas gagné en Afghanistan, et donc ils ne sont plus capables de gagner une guerre de la manière habituelle en faisant une occupation tranquille, on va dire. Et donc, comme ils ne parviennent plus à gagner, ils sont obligés de recourir, et c'est pour ça qu'on a donné ce titre à ce bouquin, à la stratégie du chaos, c'est-à-dire, excusez-moi, foutre le bordel. Quand on n'arrive plus à contrôler un pays tranquillement, on applique le proverbe africain, ce que tu ne peux pas contrôler, détruis-le. C'est ce qui se passe en Libye, c'est ce qu'ils essayent de faire en Syrie, c'est ce qui se passe en Somalie, au Soudan et dans toute une série de régions où les États-Unis ne peuvent plus contrôler comme avant. Et là, j'insiste sur ce qui est le conflit central et j'insiste sur ça parce que pensez-vous des relations américano-israéliennes? Ce que je viens de dire est important pour répondre à une question qu'on m'adresse très souvent face à Israël. Est-ce qu'on peut gagner? Est-ce qu'il y a moyen d'arriver à faire plier le colonialisme et que les droits des Palestiniens soient reconnus? Et généralement, ceux qui posent la question sont pessimistes et disent Israël est trop fort, il est aidé par les États-Unis, il est aidé par l'Europe. Les États-Unis et l'Europe n'appliquent absolument pas le droit international et les principes du droit, comme le reconnaît des dirigeants du Shin Bet. D'ailleurs, il dit nous violons absolument tout le droit international, c'est vrai. Et malgré ça, les États-Unis et l'Europe soutiennent massivement. Et pourquoi? Ils soutiennent massivement à cause du pétrole, à cause du Moyen-Orient, parce que pour le pétrole du Moyen-Orient, ils ont besoin d'un flic. Et le seul flic possible, c'est Israël. Mais il faut être nuancé. Quand des gens disent les États-Unis ont toujours soutenu Israël et le soutiendront toujours, donc on ne peut pas gagner, ça n'est pas vrai. Ça suppose que la situation comme on la voit maintenant a toujours existé, existera toujours et que les choses sont figées. Mais les choses n'arrêtent pas de changer. Et les rapports de force aussi. Et il faut se demander pourquoi les États-Unis ont décidé de soutenir Israël à fond. Et d'abord, est-ce que ça a toujours été le cas? Et en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Les États-Unis ne se sont pas toujours engagés du côté d'Israël et on en a la preuve. Après 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, les informations sont disponibles sur le génocide qui a frappé pas seulement des Juifs, comme on nous le raconte, massivement des Slaves, des Tziganes et d'autres, mais effectivement des Juifs. Et les informations circulent, et à un moment donné, il y a des associations juives qui disent qu'il faut faire savoir ce que les nazis ont fait aux Juifs et le diffuser massivement. Et on leur dit non. On leur dit restez calme, n'en parlez pas trop. Et qui leur dit ça? Les autorités des États-Unis disent au lobby juif de la fermer sur les atrocités des Allemands contre les Juifs. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont récupéré les dirigeants allemands. Il s'agit de renforcer des alliés des États-Unis en Europe. Il s'agit d'empêcher que l'Europe devienne rouge. Et il s'agit de renforcer l'Allemagne. Et donc, on récupère en Allemagne tout ce qu'on peut. Des dirigeants nazis, pas sur le plus haut niveau, ça c'est pas récupérable, mais tout le niveau inférieur et moyen, on les conserve. L'appareil judiciaire n'est absolument pas épuré. Et donc, et alors, très frappant, on va récupérer l'ingénieur von Braun qui a lancé les V1 et les V2 sur Londres, et on va l'utiliser pour fabriquer les satellites des États-Unis. Et bien plus grave que ça, on va récupérer les dirigeants des services secrets et des tortionnaires et des bourreaux des services secrets allemands, comme le général Gehlen par exemple, parce qu'évidemment les nazis ont mis au point un énorme appareil d'espionnage des communistes et les États-Unis veulent récupérer tout ça et l'utiliser, et ils vont l'utiliser. Donc à ce moment-là, les États-Unis ont besoin d'une Allemagne qui est bien mise en vedette et ils disent au lobby juif, vous la fermez. Et cette situation-là va durer encore pendant pas mal de temps. La deuxième preuve, c'est qu'en 1956, les colonialistes anglais et français
attaque l'Égypte, bombarde l'Égypte, pour, en fait, il y a en Égypte depuis 4 ans, il y a un dirigeant anticolonial qui s'appelle Nasser, qui a renversé le roi Farouk, et qui développe une politique pour que l'Égypte devienne forte, puisse avoir une vraie économie, puisse avoir une vraie diplomatie indépendante, et devenir, on est à ce moment-là dans toute la décolonisation, et devenir un des pôles de ce grand mouvement de décolonisation, dans lequel il y a aussi l'Algérie, il va y avoir le Congo après, mais pas longtemps, et voilà, et l'Amérique latine, etc. Donc c'est tout ce grand mouvement de la décolonisation, et Nasser veut s'inscrire là-dedans et veut mettre fin, y compris aussi, à la domination d'Israël. Et les Anglais et les Français veulent garder le contrôle du canal de Suez et veulent briser le gouvernement anticolonial de Nasser. On bombarde, avec l'aide d'Israël d'ailleurs, et qui va dire à Londres, à Paris et à Tel Aviv « stop », c'est les États-Unis. Les États-Unis disent à Israël et aux autres « vous laissez l'Égypte tranquille ». Donc vous voyez bien que ça n'est pas toujours que comme on essaie de nous faire croire, le lobby juif, le lobby sioniste a décidé la politique des États-Unis. C'est tout à fait l'inverse. Et donc, en fait, ça va changer avec la guerre de 67 pour 2 raisons. Entre-temps, il y a d'autres pays arabes qui ont basculé vers le nationalisme et une politique indépendante. On a mis à la porte les domestiques et les employés des États-Unis et de la Grande-Bretagne dans ces pays. Il y a eu une révolution qui s'est faite en Libye, en Syrie, en Irak, et on a vraiment des régimes plus ou moins solidement anticolonialistes. Et tout le monde arabe, en fait, est en train de basculer vers ça. Et donc les États-Unis se disent « aïe, aïe, aïe ». On ne peut plus compter sur les régimes arabes modérés, c'est-à-dire obéissants, et Israël, ça devient finalement la seule carte qu'on peut jouer là. En plus, au point de vue militaire, ils ont fait une bonne démonstration en 67, et à ce moment-là seulement, les États-Unis décident de mettre le paquet et de protéger Israël, quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, jusque maintenant. Donc, si les États-Unis n'ont pas toujours soutenu Israël, la question c'est pourquoi est-ce qu'ils le soutiendraient ad vitam aeternam? Ou la question c'est pourquoi ils le soutiennent? Pas pour les beaux yeux de quelques dirigeants juifs, pas parce que ce serait un pays démocratique et les autres pas, mais pour la question du pétrole. Maintenant, du point de vue stratégique, la question que les États-Unis se posent et que nous on doit se poser avec eux, c'est est-ce que Israël est utile aux États-Unis? Et pour le moment, oui, parce qu'il leur permet de maintenir la domination sur la région. Et comment est-ce que ces choses-là pourraient changer si la position d'Israël est affaiblie par la résistance des Palestiniens, la résistance des pays voisins, et si la position des États-Unis est affaiblie par la crise économique, par l'exploitation, par les contradictions qu'ils ont entre les puissances occidentales. Regardez ce film comique entre Hollande, Fabius, Merkel et Obama. « Et tu as écouté mon téléphone ?»« Oui, mais tu le sais bien, toi tu le fais aussi. »« Oui, et on le fait depuis toujours, et tout le monde le fait. »« Ok, mais en attendant, il y a ce connard de Snowden qui est venu le raconter, donc on a un problème, etc. » Donc, mais vous voyez en même temps que les tensions entre eux augmentent. L'Allemagne, elle n'a pas marché dans toutes les guerres récentes. Elle est tentée de jouer une alliance avec la Russie et de se détacher. Les États-Unis en ont peur. Donc ça nous montre qu'à l'intérieur de notre adversaire, et c'est pour ça ce que je disais au début, bien étudier son adversaire, à l'intérieur du camp adverse, les contradictions se renforcent très très fort et on doit y donner beaucoup d'importance et on doit se rendre compte des possibilités que ça nous donne. Ça c'est au niveau des États-Unis et de leur affaiblissement. Et donc le critère pour continuer à soutenir Israël ou non, parce qu'on sait bien que si les États-Unis disent à Israël « maintenant c'est fini, vous négociez », en 5 minutes c'est réglé. Donc le critère des États-Unis pour cette question-là, c'est est-ce que Israël est utile et vraiment va nous permettre de garder le contrôle du Moyen-Orient. La seule, vous allez dire c'est une discussion entre eux, ça ne nous regarde pas. Non, ça nous regarde. Parce qu'en réalité, on peut peser nous là-dessus. De quelle manière?
il faut que le prix à payer pour les États-Unis en continuant à soutenir Israël soit plus fort que ce que ça leur apporte. Ça veut dire BDS, ça veut dire le boycott, ça veut dire de lancer des campagnes contre leurs multinationales, ça veut dire de lancer des campagnes contre des régimes comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui sont les régimes les plus féodaux, les plus réactionnaires, les plus répressifs, les plus machos de la planète, et qui sont les alliés des États-Unis et de l'Europe. Si on fait des campagnes massives là-dessus, on va augmenter le prix pour les États-Unis et pour l'Europe de continuer à soutenir Israël. Et à un moment donné, ils vont se dire, ça devient trop cher, on doit essayer de, je ne sais pas moi ce qui est dans leur tête, trouver des Arabes modérés ou ceci ou cela, ou ça ce sera leur problème, mais en tout cas ça va devenir trop cher, et ils vont devoir dire, oui, les Palestiniens doivent être reconnus. Ils vont à mon avis essayer d'acheter les Palestiniens, comme ils le font d'ailleurs, comme ils le font depuis longtemps, mais ça veut dire qu'ils devront cesser de soutenir Israël de cette façon que nous connaissons maintenant. Alors, une question qui se rajoute, comme le souhaite Attali, croyez-vous en Jérusalem, capitale d'un gouvernement mondial? On est dans les fantasmes que je venais d'évoquer, l'idée que c'est les Juifs qui dirigent le monde, ça s'est déjà dit en d'autres temps, et on sait que c'est juste une manœuvre pour diviser les gens. Ce qui gouverne le monde, c'est un système économique où 1% a le droit d'imposer sa volonté à 99%. Que ce 1% soit juif, chrétien, musulman ou athée ne change rien. C'est juste la religion du dollar ou de l'euro. Et dans les 99%, il y a aussi des juifs, des musulmans, des chrétiens et des athées. Et donc, ce n'est pas une guerre de religion, c'est une guerre économique, une guerre sociale plutôt, de ceux qui exploitent contre ceux qui sont exploités. J'avance et j'en viens aux deux questions les plus intéressantes. Il y a ici deux questions que j'ai déjà un petit peu abordées en fait. Quels sont les liens entre les services secrets israéliens et la NSC, donc le service d'espionnage et de fichage de la population aux États-Unis? Il est double. Ils ont une collaboration très étroite et depuis très longtemps. La NSC, par la puissance de son système d'espionnage mondial, et Israël parce que cette économie s'est tournée vers la technologie de l'espionnage, du fichage et de tout l'appareil qu'ils appellent de sécurité. Et forcément, en ayant un terrain d'expérience pratique comme le sont les Palestiniens, ils ont développé un savoir-faire extraordinaire. Et donc maintenant, vous avez toute une série d'équipements et de techniques et de savoir-faire qui sont basés là-bas. Donc la NSA collabore beaucoup avec les Israéliens. Mais il y a collaboration et il y a aussi espionnage mutuel. Il y a eu à différentes époques des affaires où des espions israéliens ont été démasqués, jugés, puis gentiment transférés quand même, en général, parce que Israël espionne quand même les États-Unis. Alors ça va sembler bizarre, les États-Unis font tout pour Israël, donc pourquoi ce besoin d'espionner? Je pense parce que Israël sait, comme je le viens de dire, que les alliances sont provisoires. Les alliances, ça n'est pas éternel. C'est un point qui est très très important, et qu'à gauche ou dans les mouvements de solidarité contre le colonialisme, on ne maîtrise pas assez à mon avis. Il faut regarder l'histoire sur une longue durée. C'est un très grand problème quand on regarde sur une année, 5 années ou 10 années. 10 années, c'est rien. Il faut vraiment voir les cycles de l'histoire, il faut voir une longue durée et se rendre compte que toutes les alliances ont eu une naissance et auront une fin. Et on doit travailler de ce point de vue-là. 1, ça donne confiance. Et 2, on doit se rendre compte quelles sont les règles qui font qu'une alliance peut s'affaiblir. Et ça, je vais y revenir tout à l'heure. Sur la NSC, j'ai dit, est-il vrai que l'Arabie Saoudite fait appel au service secret israélien pour surveiller les pèlerins à la Mecque? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, d'une manière générale, il est clair que l'Arabie Saoudite, c'est le deuxième Israël des États-Unis. C'est le deuxième petit chien de la région. Ça, on l'explique aussi dans le chapitre Arabie Saoudite de la stratégie du chaos. Et c'est important de le savoir. Je disais, on doit faire des campagnes contre ce régime abominable. Ça veut dire que chacun de nous doit connaître l'histoire
de ce régime et ses crimes. Les colonialistes britanniques, suivis après par les États-Unis, les colonialistes britanniques ont choisi pour dominer, mettre à la tête de l'Arabie saoudite, les pires crapules, les pires criminels, et ils l'ont choisi délibérément, comme ils l'ont fait d'ailleurs un peu partout, en Inde ou partout ailleurs. On regarde toutes les forces sociales qu'il y a, on prend la plus dégueulasse, la plus réactionnaire, la plus détestée, et c'est justement celle-là qui aura besoin de votre protection et qui va donc être très très docile et ne pourra jamais résister. Et donc, l'Arabie saoudite, la dynastie des Saouds a commis des crimes épouvantables, y compris à la Mecque. Ils ont été choisis parmi les Britanniques parce que c'était vraiment des terroristes et des fanatiques et des obscurantistes. Donc, évidemment qu'ils font de temps en temps une déclaration contre Israël, mais dans la réalité, la collaboration est très très étroite. Ils sont tous les deux, et le Qatar c'est pareil, et le Koweït aussi, dépendants du même maître, et donc évidemment que les différents petits chiens collaborent entre eux, sauf qu'ils ne peuvent pas le dire, ils ne peuvent pas le montrer, de temps en temps ils doivent faire semblant de se disputer, parce qu'évidemment ils ont chacun des publics et des audiences différentes. Voilà sur l'Arabie saoudite, et maintenant je vais venir aux deux dernières questions qui me semblent très fondamentales. Pourquoi ces aveux des anciens du Shin Bet ont-ils peur d'être jugés? C'est évidemment la question que je me suis posée en regardant ce film passionnant et en me posant beaucoup de questions de temps en temps. Tiens, il faut ça pourquoi ce film, etc. Je pense que ce film, il correspond à plusieurs... il y a plusieurs interprétations, plusieurs définitions de ce film qui se complètent, qui ne s'excluent pas. Il y a une première, c'est que ce film, à mon avis, veut montrer que les dirigeants israéliens se posent des problèmes moraux, qu'ils ont des problèmes de conscience, et que c'est une démocratie. Regardez, on se demande si on a le droit de tuer un Palestinien qui est peut-être pas un terroriste, etc. Donc c'est clairement un film de relations publiques. Mais ce n'est pas que ça. Il montre aussi la division au sein même de l'appareil dirigeant israélien. Et ça, c'est important pour nous, justement, de voir que le camp adverse s'affaiblit. Je partage l'interprétation que le Shalom, là, qui fait semblant au début, un, il ne se souvient pas, deux, c'est pas lui, trois, etc. Donc on voit bien qu'il est en train de mentir. Et en réalité, avec le recul, il donne la raison. Il dit oui, on a fait des crimes, oui, on a fait des choses dégueulasses. Et le problème, c'est que ça ne nous fait pas gagner. Le problème, c'est que c'est contre-productif, on ne gagne pas avec ça. Ça, c'est très important quand on étudie le camp adverse, de 1. Ne pas se faire d'illusions, 2. Quand même examiner les contradictions qu'il y a dans ce camp et de voir comment on peut les utiliser. Ne pas se faire d'illusions. Il y a eu une guerre au Vietnam avec la phase militaire, si je ne me trompe, de 61 à 75. Ça a été démarré par Kennedy. Donc une intervention, une agression militaire. Et les milieux dirigeants des États-Unis étaient tous d'accord au début. Et ils ont commencé à se diviser, parce que la résistance des Vietnamiens, dirigée par les communistes, mais arrivant à unir en un très large front toutes les couches de la population pratiquement, les bouddhistes, les chrétiens, les paysans, la petite bourgeoisie, une grande partie aussi des milieux d'affaires, et vraiment la dictature vietnamienne était très isolée, et la résistance vietnamienne a été extraordinairement courageuse, héroïque. Elle a réussi à mobiliser toute la population. Ça a été vraiment... Il faut vous imaginer ça. Hein. C'est un tout petit pays agricole. Il vient encore de se ramasser la guerre coloniale des Japonais et puis des Français. Il est épuisé. On le divise en deux. Et un assez petit pays arrive à vaincre les États-Unis, alors la superpuissance mondiale, au fait de leur puissance. Militairement, ils n'ont jamais été aussi puissants qu'à ce moment-là. Ils ont été battus. Et donc il y a des leçons très importantes, y compris pour la Palestine. La direction vietnamienne était unie,
elle avait une ligne correcte pour unir tous les gens qui avaient moyen d'être unis, et elle était extrêmement ferme et intransigeante. Pas question de compromis tant qu'on n'aurait pas obtenu une solution qui garantisse vraiment les droits des Vietnamiens. Ça, c'est des exemples très très importants pour le conflit palestinien, c'est clair. Et donc, quand il y a une résilience, et pourquoi ils ont perdu face au Vietnam aussi, parce qu'il y a eu, à partir de 66, 68, etc., des mouvements de solidarité internationaux qui ont appuyé les Vietnamiens de manière extraordinaire, et donc les États-Unis ont dû se reconnaître vaincus, ce qui a été, à mon avis, le début de la fin pour eux. Quand vous avez une situation comme ça, quand vous avez une résistance très forte, et on voit bien que avec les deux intifadas, les dirigeants du Shin Bet, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas des imbéciles, et c'est des gens qui clairement réfléchissent, ils se rendent compte qu'on ne va pas pouvoir gagner comme ça. Et oui, j'étais en train de vous dire, quand est-ce que la bourgeoisie des États-Unis a commencé à se diviser? Ben, quand les Vietnamiens avaient de tels succès qu'il est devenu clair que les États-Unis n'allaient pas pouvoir gagner. Et donc à ce moment-là, on a eu des fuites, on a eu toutes sortes de révélations qui sont parues, y compris dans la presse des États-Unis qui soutenait avant complètement l'effort de guerre, et l'élite des États-Unis a commencé à se diviser. Il faut y aller plus fort, non, il faut négocier. Et cette division reflétait déjà la victoire des autres qui allait arriver. On est dans la même chose, à mon avis, là, selon moi. Ils sont divisés entre eux. Après, on peut dire c'est gentil flic, mauvais flic, et c'est un peu ça, hein, dans les dirigeants. On voit bien qu'il y en a, on peut faire tout ce qu'on veut. Le seul critère pour nous, c'est est-ce que ça nous fait gagner. Et après, il y en a d'autres, admettons, qui se posent des questions morales, qui se rendent compte qu'ils sont en train de faire des choses qui les mettent mal à l'aise. En Afrique du Sud, on a eu le même problème à un moment donné. Ils ont été dégueulasses, épouvantables envers les Noirs, et à un moment donné, même dans l'élite blanche, il y a une partie qui s'est dit on ne peut pas gagner, donc on va devoir négocier, on va essayer de garder la domination économique, mais on va essayer de leur donner le pouvoir politique. Donc ce film-là, à mon avis, il montre cette soi-disant illusion qu'Israël serait une démocratie et qu'il y aurait des débats de ce genre. Il montre qu'il y a 2 ou 3 stratégies du Shin Bet, on va dire, et il montre qu'ils sont divisés entre eux, et ça c'est quand même encourageant pour nous, et c'est quand même très positif. Et après, je parlais de gentils flics, mais méchants flics. Méchants flics, on massacre, on tape. Le gentil flic, c'est celui qui dit plus intelligent que aller tuer des gens en faisant des victimes à côté et en provoquant donc plus de ressentiment, plus intelligent, c'est de collaborer avec les dirigeants palestiniens. Et il dit à un moment donné, j'ai été discuter avec Daklan, et là, ça allait beaucoup mieux. Daklan, c'est, je crois, le ministère de l'Intérieur, enfin, c'était la police palestinienne après ces négociations d'Oslo, et c'est la tendance Fatah OLP qui a collaboré avec les États-Unis et avec la CIA, et qui a une tendance qu'on appelle comprador, c'est-à-dire ce sont des gens qui se remplissent les poches à crever, qui trahissent leur peuple, et qui sont prêts à tout moment que les États-Unis vont leur donner un mini-État dans lequel ils pourront faire beaucoup de business. Et donc le gentil flic du Shin Bet dit c'est plus intelligent, il ne faut pas massacrer tant de Palestiniens, il faut plutôt essayer d'acheter les Palestiniens, les dirigeants palestiniens et de collaborer avec eux. Donc il ne faut pas se faire d'illusions sur la portée de cette confession. Ce n'est pas de eux que tout d'un coup les Palestiniens vont recevoir leurs droits en cadeau, mais c'est des divisions qui sont utiles, et en même temps il faut se méfier que si jamais c'est ces gens-là qui... Bon, maintenant on a Netanyahou et on ne s'approche pas d'une négociation, mais si jamais c'est ces gens-là qui arrivent à la tête du gouvernement, ils vont essayer d'embobiner les Palestiniens comme ils l'ont fait avec Oslo et avec différentes choses. La dernière question que je prends, en m'excusant d'être un peu long, mais vous posez de trop bonnes questions, c'est pourquoi Israël a eu et a encore tant de moyens pour continuer son invasion et la Palestine n'a aucun moyen pour se défendre. Mais je ne suis pas d'accord que la Palestine n'a aucun moyen pour se défendre. Elle en a. Elle a fait 2 intifadas qui ont fait trembler l'adversaire. Elle a un mouvement de solidarité dans le monde qui est pas encore suffisant, mais qui a quand même des bases très intéressantes dans beaucoup de pays et qui est prêt à faire un maximum.
Et donc, les questions à se poser sont pourquoi, je veux dire, les Palestiniens n'ont pas de moyens, mais si, ils ont la résistance la plus héroïque qu'on peut imaginer d'une population qui vit dans une prison comme Gaza, qui vit dans des tentes, qui est divisée, qui est soumise à des dirigeants qui la trahissent, et ils ont une population qui continue à résister en réclamant le droit au retour 60 ans après. C'est extraordinaire la résistance palestinienne. Et il y a quelques mois, j'ai été invité à une réunion de la diaspora palestinienne, c'était à Bruxelles cette fois-là. Ils se rassemblent et chaque année, ils vont faire un rassemblement comme ça et ils ne vont pas lâcher. Donc c'est un atout extraordinaire. Et tous les gens qui visitent là-bas et qui témoignent de l'esprit de résistance de la population voient qu'il y a une force énorme. Donc la question, c'est pourquoi elle ne peut pas gagner. Et la question, c'est clairement la division au niveau des dirigeants palestiniens, la division au niveau de stratégies qui ne sont pas bonnes. Je veux dire, Oslo, c'est une catastrophe, les accords et les négociations. On peut négocier avec l'ennemi, bien sûr, et on doit à un moment donné le faire pour mettre fin aux souffrances et arriver à la paix, mais on négocie en position de force et en s'appuyant sur un rapport de force parce qu'on mobilise les gens pour résister. Et quand les gens y résistent et qu'ils s'en prennent physiquement aux forces d'occupation, on ne les freine pas, on les soutient, on les encourage. Et quand on est en position de force, alors on peut négocier et essayer de trouver une solution, quitte à faire quelques compromis pour une génération s'il faut. Mais le problème, il est là, la division et le fait que les États-Unis n'emploient pas seulement l'occupation militaire, les drones, le Mossad, le Shin Bet, etc. Ils s'appuient, leur atout principal, finalement, c'est la division et la corruption au sein d'une partie des dirigeants palestiniens. Et ça, c'est un problème qui relève du mouvement palestinien. Il n'y en a pas de leçon à donner sur comment ils vont en sortir. Par contre, je crois qu'au niveau du mouvement de solidarité en Europe, on a une mission très très importante. Et bon, je ne vais pas pouvoir développer ça très longuement ce soir, mais ceux qui sont intéressés, on a fait Israël Parlons-en comme un ouvrage qui rassemble, disons, les connaissances de base que chacun doit avoir pour discuter autour de soi sur Israël et aussi proposer une stratégie de discussion. Et il y aura un prochain ouvrage qui va analyser si on peut gagner contre Israël, de quelle manière et qu'est-ce qu'il faut faire là-bas et ici et pourquoi fondamentalement on doit être optimiste sur cette question. Ça semble très à contre-courant, mais je pense que quand on analyse les choses stratégiquement et sur le long terme, il faut être optimiste et que c'est ça qui doit guider notre combat. Après, il y a à s'interroger, mais on ne peut pas le faire ce soir, mais je pense que c'est très important, sur les différentes méthodes de lutte que nous pouvons avoir ici. Il y a, j'en ai déjà parlé, une forme d'action qui m'apparaît centrale, c'est le boycott des entreprises de la colonisation, le boycott d'Israël. Je pense que ça fait terriblement peur, au point que les ministres de la Justice en France essayent de poursuivre systématiquement les gens qui appellent au boycott. C'est la preuve qu'ils ont la trouille. En Israël, ils étudient comment faire, et après, on diabolise sur l'idée que ce serait raciste et antisémite, entre guillemets, d'appeler au boycott. Ce qui est important à savoir, comme je le disais tout à l'heure, c'est que qui a commencé le boycott, c'est Israël. C'est Israël qui a décidé de boycotter la main-d'œuvre arabe et de la foutre dehors. Okay, ça, c'est le tout premier boycott. Donc, voilà. Mais je pense qu'il est important de voir qu'on peut agir sur différents niveaux. Il y a par exemple, à mon avis, le niveau juridique qui est beaucoup trop peu employé. Si les dirigeants israéliens commettent des crimes, comme on l'a vu, il faut les poursuivre, il faut intenter des procès, il faut que ces gens n'osent plus voyager. Et on sait déjà que certains n'osent plus voyager parce qu'ils sont coupables de crimes et ils sont coupables au niveau du droit international. Il faut surtout
développer un travail de sensibilisation dans les écoles, dans les quartiers, dans la discussion auprès de soi, et c'est très important, pas se limiter à discuter avec les convaincus, mais avec les autres, et de manière patiente, de leur faire comprendre tout ce qu'on leur cache, toute la façon dont on les manipule, et que cette manipulation n'est pas seulement contre les Palestiniens, mais c'est contre eux aussi, et que c'est contre leurs propres intérêts, et que nous avons intérêt, au contraire, à un monde de collaboration, à un monde de solidarité, à un monde où il n'y a pas le racisme, l'islamophobie, et toutes ces choses qui servent aux puissants pour nous diviser, et que ça renforcera toutes nos luttes sociales et démocratiques ici aussi. Et la base de tout ce travail, selon moi, et Investigation, ça sert à ça, c'est qu'il faut développer beaucoup plus le travail d'information sur Israël et sur le conflit. Beaucoup, beaucoup plus que maintenant. On ne touche pas du tout assez les gens, pas du tout assez les non-convaincus, qu'avec Internet, on a un grand potentiel pour toucher les gens sans que ça coûte de l'argent de faire des magazines et des choses dont on n'a pas besoin, etc. Et je pense qu'on doit beaucoup plus développer le travail d'information, donner la parole aux Palestiniens massivement sur Internet, leur donner leur point de vue sur ce qui se passe. Quand il y a des trucs dans les médias ici, quand il y a le point de vue d'Israël qui est répété à satiété, directement interroger les Palestiniens de là-bas, téléphone, Skype, mail, tout ce qu'on veut, diffuser ça, et ensuite venir au travail ou à l'école le lendemain en imprimant juste un petit A4 tout simple en disant « Voilà la réponse au mensonge que tu as entendu hier soir à la télé ». Je pense qu'il y a des trucs comme ça, chacun de nous peut et doit le faire. Et donc, je voudrais dire une chose. Notre ami qui m'a présenté a parlé de notre newsletter et de notre site. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. Ceux qui ne sont pas abonnés à notre newsletter, et c'est gratuit, peuvent mettre leur adresse mail en majuscule, j'insiste en majuscule, pour éviter les erreurs. Et comme ça, vous allez pouvoir recevoir ce genre d'informations que nous diffusons. Vous pourrez aussi nous envoyer, vous, des infos et des suggestions, des propositions, des critiques. C'est comme ça qu'on fonctionne. On est vraiment un média participatif. Vous vous doutez bien qu'avec tout ce que je raconte, il n'y a pas d'argent. Donc, on ne peut le faire qu'avec les gens, avec votre collaboration, avec votre soutien aussi, y compris financier. On en a très très fort besoin pour payer des salaires de jeunes journalistes qui font le travail central. Et nous avons des projets sur de nouveaux bouquins concernant Israël. Nous avons des projets sur l'organisation de cette info au quotidien sur la Palestine. Et on ne va pas se substituer à des mouvements comme le BDS et les autres, et aux organisations de solidarité qui font leur travail, mais on pense qu'avec notre travail d'info, on peut leur apporter un instrument beaucoup plus puissant qui peut aider à toutes les luttes, qui peut aider à toutes les campagnes qui sont menées un peu partout. Et donc, dans ce sens-là, ceux qui ont la possibilité et la volonté de venir travailler avec nous sur ces prochains projets, et avec Saïd, et on vient d'élaborer les projets pour l'année qui vient par rapport à ça, ceux qui peuvent nous donner un coup de main d'une manière ou d'une autre, vous venez me trouver là et on essaiera de mettre ça en pratique pour que le mouvement de solidarité se renforce et puisse vraiment aider le peuple palestinien qui n'a jamais cessé de résister et qui a une volonté vraiment très très forte. Et donc, si nous pouvons de notre côté renforcer cette solidarité, je pense que ça aidera à changer le rapport de force par rapport à la situation actuelle, et que le film que nous avons vu là ce soir deviendra un jour juste un film d'histoire, un film du passé, et que les jeunes de votre âge, dans quelques années, diront « Mais comment est-ce que ça a pu exister des choses pareilles ?» Je vous remercie. Inch'Allah. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter, si vous répétez, voilà, de soutenir voilà, ce genre de collectifs, de médias alternatifs qui sont indépendants. Donc n'hésitez pas à retourner sur le site, à vous inscrire sur papier, sur la newsletter ou sur Internet, vous pouvez le faire également. Donc nous on n'hésitera pas, voilà, les fois prochaines, voilà, vous faire parler des prochains livres, des prochains événements, via notre page
Facebook qui est Génération Palestine Lille. Je vous invite à vous inscrire dès ce soir. Et donc il y a notre camarade militante qui est au stand avec son PC, donc qui est là pour répondre à vos questions concernant l'association, les actions que l'on mène, éventuellement prendre vos coordonnées pour des informations, pour militer, pourquoi pas avec nous. Voilà, en tout cas je vous remercie tous d'être restés si tard et assister à cette soirée. Merci beaucoup.